Donc, mesdames et messieurs, voilà le panel avec lequel je vais m'entretenir autour du thème « Quelle stratégie pour le développement de l'économie culturelle en Côte d'Ivoire ?» Merci. Voilà, donc je voudrais commencer par Madame le ministre pour savoir quel est l'état de la situation de l'économie culturelle en Côte d'Ivoire. Quelle est votre analyse de la situation de l'économie culturelle en Côte d'Ivoire? Merci Marc. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à féliciter et remercier Stan et d'avoir inscrit dans ce programme en général réservé au monde économique, d'avoir inscrit le secteur de la culture et de permettre effectivement de partager l'ambition de notre pays sur ce secteur qui souvent, malheureusement, est identifié à un secteur parfois autour de la légèreté, du divertissement, ce qui est aussi une de ses caractéristiques, mais qui est avant tout un secteur économique très important. D'ailleurs, en préparant la table ronde, Stan me faisait remarquer à juste titre qu'au Nigeria, ce secteur représente 20%, le secteur de la culture, le secteur culturel représente 20% du PIB. Et il me l'a dit, mais pas trop fort, que c'est pratiquement le PIB de la Côte d'Ivoire, au Nigeria. Donc, en Côte d'Ivoire en particulier, c'est aussi un secteur important. Et comme tu l'as dit, Marc, on se connaît, je me permettrai de te tutoyer. Comme tu l'as dit, moi j'ai eu une carrière dans le secteur privé et lorsque je suis arrivée, j'avais la conscience évidemment de l'importance du secteur du point de vue économique par rapport à mon expérience passée, mais j'ai aussi, et je me suis dit qu'une de mes missions ce serait de faire un plaidoyer avec ce regard effectivement économique du secteur. Sauf que j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de faire le plaidoyer, puisque dans le plan national développement 2021-2025, dans le pilier numéro 1, donc le PND, comme vous le savez, c'est la vision du chef de l'État, dans le pilier numéro 1, qui est le pilier qui demande à tous les secteurs qui sont inscrits dans ce pilier stratégique numéro 1 d'apporter, en tout cas de transformer de manière structurelle leur secteur afin de contribuer de manière significative au PIB du pays et bien sûr de créer de l'emploi. Je me suis rendu compte que dans ce secteur où on va trouver naturellement bien sûr l'agro-industrie, où on va trouver l'énergie, où on va trouver le textile, où on va trouver tout ce qui correspond à des industries pour lesquelles notre pays veut de manière résolue que la transformation et la valeur ajoutée se fassent dans notre pays, je me suis rendu compte que la culture, le tourisme et l'économie numérique étaient déjà inscrites dans le PND 2021-2025. Ce qui démontre quand même qu'on a une appréhension et une volonté, en tout cas au plus haut niveau, de faire du secteur de la culture un secteur économique qui doit contribuer de manière significative à la transformation structurelle de notre économie. Donc ça, c'était déjà quelque chose plutôt intéressant. Et donc, ça veut dire que la mission, et donc la vision dans laquelle je dois me mettre, et l'ambition que je dois avoir, c'est de démontrer la transformation structurelle de notre secteur. Donc, bien sûr, le secteur est très large. On va parler de la musique, on va parler de la danse, on va parler de toutes les expressions artistiques au sens large. Et la deuxième question qu'on doit se poser, puisque si je reviens avec le poids du secteur, comment est-ce qu'on identifie le poids de ce secteur et qui caractérise aujourd'hui notre secteur? Le poids du secteur, dans les documents qui ont servi à faire le PND, on l'évalue autour de 2 à 3% du PIB. On évalue à peu près à 600 000 personnes qui travailleraient de près ou de loin dans le secteur. Ce qui me semble relativement, alors on va dire faible, au vu des ambitions. Encore une fois, si on prend le Nigeria comme ambition,
Ce qui me semble améliorable. On peut dire aussi que c'est une opportunité parce que ça veut dire qu'il y a probablement la possibilité de croissance sur notre secteur. Le deuxième constat, c'est qu'en réalité, on n'a pas beaucoup de données. Et donc, dès que je suis arrivée, ça a été la première chose que j'ai souhaité mettre en place, c'est une étude qui nous permette de savoir finalement c'est quoi le secteur, qui sont les acteurs, quelles sont les chaînes de valeur dans lesquelles on se retrouve, que représente aujourd'hui le poids de notre secteur. Et donc cette étude devrait être prête d'ici la fin de l'année et j'espère que Stan m'invitera pour présenter cette étude qui permettra de voir exactement où on se situe. Parce qu'une des autres caractéristiques de notre secteur, c'est que à la fois on a un pays qui est profondément culturel. Et moi, je m'en rends compte tous les jours, 32 régions, 32 diversités culturelles, c'est une terre de brassage, c'est une terre où l'inspiration peut se faire de manière permanente à travers notre patrimoine, à travers les talents naturels de tous les acteurs. Mais ces acteurs-là sont tellement importants, représentent une masse tellement importante que parfois on a du mal à savoir ce qu'ils représentent et le poids qu'ils représentent. Et c'est pour cela que lorsqu'il a fallu identifier à partir de la feuille de route 2023 du ministère la caractéristique du secteur, je me suis rendu compte que finalement, on peut, si on se compare à certains pays qui ont un narratif évident de culture, je vais parler du Bénin, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes tous en train de tous impliqués dans le retour des biens, et la Côte d'Ivoire avec le tambour parleur Djidji Ayekwe. Le Bénin capte aujourd'hui son narratif autour de la culture mémorielle, puisqu'ils ont déjà fait revenir un certain nombre de biens au Bénin. Et voilà. Le Sénégal va de manière naturelle, par rapport à son histoire, donne aussi cette impression de pays naturellement culturel. La Côte d'Ivoire aussi est un pays culturel et je pourrais rester des heures à en parler, mais une des caractéristiques de la Côte d'Ivoire, c'est que peut-être à tort ou à raison, les acteurs culturels ne se sont pas sentis pris en compte d'une certaine manière. On a développé finalement un entrepreneuriat culturel. Et aujourd'hui, vous allez voir partout des milliers, voire l'étude nous le dira, peut-être des millions de personnes qui aujourd'hui sont des acteurs culturels, souvent dans l'informel, parfois déjà structurés, parfois déjà très très structurés, comme la fondation Magic System et le FEMUA nous démontrent que c'est un secteur extrêmement, voilà, ce qu'ils ont démontré ces derniers jours démontre à quel point ce secteur, on peut avoir aujourd'hui des champions nationaux dans le domaine de la culture, mais aujourd'hui on a cette caractéristique de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a des entrepreneurs culturels dans tous les domaines, que ce soit dans le textile, dans toute la chaîne de valeur. Et je te remercie d'ailleurs à Salfo d'avoir mis en avant les techniciens qui ont travaillé sur le FEMUA, parce qu'on voit souvent, malheureusement dans notre secteur de la culturel, ceux qui sont sur la scène, les chanteurs, les danseurs, ceux qui sont aujourd'hui, qui font aussi le succès de la Côte d'Ivoire à travers les cinémas, les séries, mais on oublie toute la chaîne et tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour le secteur culturel. Donc, quelque chose de très, très entrepreneurial, et c'est plutôt une opportunité pour nous. Et c'est pour ça, et j'en finirai là, que dans ma feuille de route 2023, lorsqu'il a fallu caractériser le secteur de la culture, notre secteur, je dis que la Côte d'Ivoire devait être le hub de l'entrepreneuriat dans les industries culturelles et créatives. Parfait. Parfait, Madame la Ministre. Donc, je comprends qu'il y a... Merci. Je comprends qu'il y a 2 à 3% du PIB national qui est destiné au secteur de la culture. Votre budget au ministère, ça représente combien en milliards de francs CFA? Je vais parler plutôt en pourcentage. Et en pourcentage aussi? Alors, en fait, en réalité, je pourrais répondre à la question, je suis autour de 21 milliards de francs CFA et c'est pas le plus petit, c'est pas le plus petit budget, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et une autre caractéristique aussi pour dire quand même, et peut-être que ça reviendra dans les questions, dans la partie du budget de cette année et lorsque je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'on bénéficie d'un apport d'un partenaire qui est l'AFD,
qui a décidé, dans le cadre du programme que vous connaissez tous, qui est le contrat de désendettement de la dette, le C2D, et dans le cadre du 3e C2D, de mettre une ligne dédiée au secteur de la culture, ce qui veut dire aussi l'intérêt pour les bailleurs de fonds, pour les partenaires, d'intégrer finalement le secteur de la culture dans les priorités d'un pays comme la France. Donc, ce secteur aujourd'hui a un budget, et pour moi, le budget n'est qu'un point d'entrée, parce que c'est à partir de ce point d'entrée qu'on pourra faire, qu'il servira de levier pour aller récupérer soit du partenariat, soit la capacité aujourd'hui d'aller chercher des projets. Et d'ailleurs, la deuxième chose que j'ai faite lorsque je suis arrivée au niveau du ministère, c'est que j'ai créé dans mon organigramme un poste sur les partenariats et les projets, parce que voilà un secteur qui est l'un des secteurs aujourd'hui le plus financé. Pourquoi est-ce qu'il est financé? Parce qu'on va parler d'autonomisation de la femme, on va retrouver le secteur de la culture. On va parler de développement durable, on va parler de la culture. On va parler de l'insertion des personnes en situation de handicap. On retrouve aujourd'hui des personnes, des malvoyants ou d'autres qui sont dans le secteur de la culture. C'est un secteur, on va parler des jeunes, de la formation. C'est un secteur qui va intéresser aussi, le secteur de la culture est transverse finalement, il se retrouve partout. Et donc, au niveau des bailleurs de fonds, au niveau des partenaires au développement, au niveau des partenaires publics et au niveau du secteur privé, c'est un secteur qui peut être largement financé. Donc mon budget aujourd'hui est un budget qui sert de point d'appui pour aller faire de la levée auprès de partenaires qui s'intéressent à des projets structurants, qu'ils soient dans les infrastructures, qu'ils soient dans la formation, qu'ils soient dans l'incubation, pour pouvoir accompagner et structurer notre secteur et donc lui donner cette ambition de participer de manière significative au PIB de notre pays. Parfait. Merci bien, Madame la Ministre. Donc, je comprends que relativement ce budget est suffisant, mais je voudrais revenir vers les acteurs. J'allais commencer par Salif. Aujourd'hui, quelle est la situation diagnostique de votre secteur? Peut-être pas par rapport à Magic System, qui reste quand même une exception. Quelle est aujourd'hui la situation des acteurs de l'économie culturelle en Côte d'Ivoire? Quelle est votre analyse de ces situations-là? Vraiment de façon très brève, quels sont les sujets que vous pourrez remonter aujourd'hui par rapport au diagnostic? Merci déjà à Stan Zézé pour cette invitation, nous permettre de parler. Ce n'est pas tout le temps que la culture est au centre des préoccupations. Donc, c'est une opportunité pour nous de nous exprimer sur le secteur dans lequel nous évoluons. J'ai entendu Madame la Ministre parler de transformation structurelle. Je crois que c'est le mot qui est venu le plus de fois dans son intervention et cela me réjouit et me réconforte dans ma position de savoir que les choses vont dans le sens que nous souhaitons. Parce qu'aujourd'hui, si je veux faire le bilan du secteur, moi j'ai la chance d'être artiste, mais je suis aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des producteurs, c'est-à-dire l'événementiel. Donc je sais les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et si on parle de réformes structurelles, je dirais que ces réformes-là doivent être de transformations structurelles, ces transformations-là doivent être accompagnées de réformes. Du moment où nous avons un secteur qui n'est pas organisé. Et je crois que l'État de Côte d'Ivoire doit prendre le taureau par les cornes, ne devient pas promoteur qui veut, ne doit pas organiser des spectacles qu'il entend. Ce n'est pas parce qu'on a un ami qui s'appelle Assalfo qu'on peut faire un concert de Magic System sans suivre les démarches. La preuve en est que nous avons été confrontés à des spectacles annulés, à des spectacles où des artistes ne sont pas venus. Et je crois que l'un dans l'autre, quand on analyse toutes ces problèmes, c'est l'État déjà qui perd. Pour nous qui sommes en France, on sait qu'on ne peut organiser un spectacle si on n'a pas une licence. Moi, j'ai une structure en France qui se charge aussi des concerts de Magic System. Et je sais qu'il faut d'abord avoir une licence. Cette licence permet une traçabilité de l'activité de la personne
qui organise le concert. Il y a des taxes à payer. Je vous prends un exemple. Nous, on est à Gaou Production. Moi, j'ai 30 employés que je paye. Donc, sur un événement que j'organise au Palais de la Culture ou au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, je vais déduire mes charges patronales, je vais déduire les salaires de mes employés, je vais déduire mon loyer, je vais déduire mon électricité et tout. Et je suis obligé de déclarer aux impôts puisque ça va passer sur mon chiffre d'affaires. Mais imaginez quelqu'un qui s'appelle Marc Wabi, qui n'a pas de bureau, il n'a pas d'employé. Son seul mérite, c'est de connaître un artiste. Il appelle cet artiste, il organise un concert, soit au Palais de la Culture ou au Palais des Congrès. Les billets, on sait qu'en Côte d'Ivoire, on paye plus les billets au cash qu'à la carte. Donc, il fait de l'espèce. Il n'est pas obligé de déclarer à l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas, il n'y a pas de traçabilité. Donc, c'est quoi? Il y a de la déperdition déjà au niveau de l'État, il n'y a rien à récupérer. Il n'a pas d'impôt à payer puisqu'il n'a rien à déclarer. Il s'est appuyé sur une structure fictive. Et ça va de croissance en croissance. Nous sommes confrontés à ce genre de promoteurs aujourd'hui. La deuxième problématique, c'est le manque de salles. Je crois que Madame la ministre et moi, nous en avons parlé. J'ai la chance d'être ami à Madame la ministre. Donc, chaque fois que l'occasion se présente, nous en discutons. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 30 millions de personnes, 30 millions d'habitants, la plus grande salle en Côte d'Ivoire a 3700 places. En termes de pourcentage, ce n'est même pas équivalent. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas un pays admis pour organiser les grands concerts. C'est d'ailleurs pour ça que le FEMIA a lieu à l'UNJS. Parce que Anoumambo était devenu très exigu à un moment donné. Donc, on n'a pas de place. On est content de savoir, les gens me disent, on est en train de construire une salle sur la route de l'aéroport qui est le parc des expositions. Malheureusement, ce n'est pas dédié spécifiquement à la culture. Quand il y a une exposition, elle est prioritaire sur tout ce qui peut être une activité culturelle. Donc, le monde de la culture a besoin de salles. Tant qu'on n'investit pas dans la culture, il ne faudra pas qu'on s'attende à des retombées de la culture. Aujourd'hui, nous avons à la tête de notre ministère quelqu'un qui est impliqué dans son combat pour le développement des industries culturelles et créatives. Il faudrait que Madame la ministre porte notre message plus haut au niveau du gouvernement pour que toutes ces doléances-là soient... La problématique, elle est faite. Maintenant, les recommandations, tous les jours, on les fait. Il faudrait maintenant qu'on trouve des résolutions. Il faudrait qu'on essaie de... J'ai demandé une fois à Madame la Culture, est-ce qu'il n'était pas le moment de mettre les états généraux de la culture? Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire? On est bien... Quand on entend qu'il y a des techniciens qui meurent électrocutés, quand on entend qu'il y a des danseurs qui meurent électrocutés et tout, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un manque de formation dans le secteur? Donc je crois que tout ça doit être pris en compte. Et si on veut avoir un dynamisme économique dans le secteur de la culture, voilà, ces réformes-là doivent venir et il faudrait des législations pour réglementer tout ça. Okay. Merci. Parfait. Donc vous parlez d'organisation, de professionnalisation du secteur et aussi il faut renforcer les infrastructures. Monsieur Kakou, vous qui êtes aussi un ancien artiste et aujourd'hui un acteur important dans la chaîne de valeur de l'économie culturelle et qui avait donc aussi exercé dans d'autres environnements, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour faire de l'économie culturelle une économie culturelle à l'image du Nigeria ou des États-Unis? Qu'est-ce qui nous manque? Bon, déjà, je ne vais pas passer derrière Madame la ministre et à Salfo et redire merci à Stan et à Bloomfield de mettre la culture et cette thématique au centre de cette conférence Risque Pays. Donc je vais essayer de revenir dans la thématique du jour. Pour répondre à votre question, je dirais qu'on a besoin d'éléments un petit peu plus factuels, un peu plus pragmatiques. Parce que
moi qui suis à la tête de la division ouest-africaine francophone d'une multinationale qui est leader de l'industrie musicale dans le monde, on n'a pas choisi d'installer le siège en Côte d'Ivoire de manière au doigt mouillé, pour utiliser une expression courante. On a quand même senti une effervescence, on a senti un environnement favorable, on a senti la création d'un hub, pour reprendre aussi le terme de Madame la Ministre. Aujourd'hui, et ça fait partie des premiers échanges qu'on a eus avec elle d'ailleurs, je pense qu'on a besoin de passer au-delà de ce ressenti. Et comment est-ce qu'on passe au-delà de ce ressenti? C'est en s'appuyant sur des éléments chiffrés. Nous, on est des afro-optimistes, des jeunes Ivoiriens qui avons la chance d'avoir des responsabilités et de porter des messages à des niveaux intéressants. Maintenant, au-delà de notre conviction, ce qui peut nous aider à faire passer des idées, à augmenter les investissements qui sont effectués dans le pays et dans la zone, c'est de se baser sur des éléments factuels, sur des chiffres, sur une croissance du nombre d'emplois dans la filière, sur une croissance du budget alloué à la culture dans le... C'est ça, Madame la Ministre l'a dit, il y a un déficit de données, il y a pourtant la volonté politique, il y a un déficit de données, je crois qu'elle y travaille. Mais vous qui travaillez dans d'autres milieux, aujourd'hui, nonobstant ces questions purement administratives et de gouvernance, il manque quoi aux Ivoiriens? J'ai compris que vous dites qu'on est quand même très créateur, mais très créatif, pardon. Mais aujourd'hui, il manque quoi pour faire des magic systems en centaines tous les ans? Bon, déjà, il y a un élément que je demande aux Ivoiriens et même aux autres pays sur lequel il ne faudrait pas s'accrocher, c'est la comparaison au Nigeria, constante. C'est clair que le Nigeria aujourd'hui est la porte d'entrée vers le continent quand on doit parler d'abord de musique, peut-être aussi de culture, mais il faut savoir que le Nigeria aujourd'hui c'est 220 millions d'habitants, c'est un petit continent, ce pays est un petit continent, 20% du PIB du Nigeria qui représente l'intégralité du PIB de la Côte d'Ivoire vient de la culture, pour répéter ce que Madame la Ministre et Stan disaient. Donc, nous et nos 30 millions d'habitants, avec tout le respect et la fierté qu'on doit avoir, on ne doit pas, je pense, s'accrocher à une comparaison à un pays qui a traversé ces 20 dernières années une transition qui a été un accélérateur pour l'ensemble du continent aujourd'hui. On a des chiffres venant notamment de l'IFPI, qui est une institution qui fait remonter des chiffres, qui dit que la zone subsaharienne a connu une croissance de l'industrie musicale l'année dernière de plus de 30%, qui est la plus forte croissance dans le monde, tirée par l'Afrique du Sud et le Nigeria. Maintenant, plutôt que de se comparer en termes d'impact et de résultats au Nigeria, c'est plus essayer de comprendre à quel moment la transition s'est effectuée. Qu'est-ce qui a été fait au Nigeria et en Amérique latine, puisqu'on a des éléments qui sont plus ou moins comparables avec les pays d'Amérique latine qui aujourd'hui ont un réel impact sur l'échiquier culturel mondial. Qu'est-ce qui a été effectué? Il y a eu une transition. Non, je ne souhaiterais pas qu'on parle maintenant des recommandations. On reste dans le diagnostic. Moi, ce que je lis de votre propos, c'est que la Côte d'Ivoire ne fait pas trop mal et qu'il y a quelque chose qui est possible. Je voudrais revenir sur monsieur le directeur général de la CNPS. J'avoue que je me demandais, mais qu'est-ce qu'il faisait sur ce panel-là à Stan Zézé? Mais je vois qu'il est plus que nécessaire dans ce dispositif. Monsieur le directeur général, un des problèmes des artistes, certains, et on le voit à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils sont malades, personne ne peut s'en occuper. Quelles sont les solutions qu'une société comme la vôtre met en place pour assurer la couverture sociale et la prévoyance donc, des artistes? Parce que ça paraît être un sujet en termes de diagnostic qui est revenu. Les artistes ne sont pas soutenus.
et une fois passé les moments de gloire, il meurt dans le silence. Qu'est-ce que vous prévoyez pour améliorer la situation des artistes ivoiriens? Merci, monsieur le modérateur. Merci à Bloomfield. Merci à madame la ministre qui a voulu m'associer. Effectivement, le modérateur a posé la bonne question. Qu'est-ce que je fous ici? Alors, c'est vrai que la CNPS est connue pour sa mission de sécurité sociale, de protection sociale. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que depuis les 10 dernières années, la CNPS a développé une fonction d'investisseur qui fonctionne très bien et qui fait que les 2 dernières années, la CNPS a eu le prix de meilleur investisseur institutionnel de toute l'UMOA. Pour donner juste une idée, cette fonction, on a commencé à la développer il y a 10 ans. On avait un portefeuille monétaire et financier de 26 milliards. Et 10 ans après, donc fin 2022, ce portefeuille a été porté à 760 milliards. Donc de 26 milliards à 760 milliards. Et fin 2023, nous allons terminer à 1000 milliards. Et projection 2030, c'est au-delà de 2000 milliards. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On investit. Et là, donc c'est à ce titre que je suis ici, en tant qu'investisseur. Beaucoup de gens pensent que c'est l'argent qui pose problème. Mais pour nous, les investisseurs, c'est le projet, les bons projets, les projets structurés, les secteurs structurés, c'est ce qui pose problème. Vous voyez, quand je dis il y a 760 milliards, c'est investi où? C'est investi dans le secteur financier. La CNPS est propriétaire de 21% des PCC, 20% des BNI, 20% des Bridge Bank, actionnaire à EcoBank, actionnaire à Aura Bank, actionnaire dans la société qui gère l'eau et l'électricité en Côte d'Ivoire à hauteur de 15%. Donc, la CNPS investit. Mais comment on va faire pour que la CNPS puisse investir dans des secteurs comme la culture? Pour que demain, on parle d'industrie, pas seulement d'économie culturelle, mais d'industrie culturelle, non seulement au plan microéconomique, c'est-à-dire concernant les artistes eux-mêmes, mais au plan macroéconomique, parce que, Salfo le disait, si vous faites des concerts et que vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez des impôts et vous faites rentrer des devises. Alors, moi, en tant que directeur général de la CNPS, je vais participer à la réflexion sur la transformation du secteur. Mon voisin de gauche a dit, posons-nous la question, comment le Nigeria est arrivé, comment l'Afrique du Sud est arrivée. On n'invente pas. Il y en a qui nous ont dévancés. Donc, ce que nous allons faire avec Madame la ministre, c'est de faire ce benchmarking pour voir quelles sont les différentes étapes, quels sont les dispositifs qui ont été mis en place. Mais le financement, ce n'est pas ça le gros problème. Monsieur le directeur général, vous avancez trop vite par rapport à ma cadence, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question, parce que ça reste au niveau diagnostic et on finira là-dessus, ensuite on passera à Madame la ministre. Est-ce que tout le monde pense que les artistes ne sont pas éligibles à la CNPS pour couvrir leurs employés? Oui, j'en viens. Voilà, si vous pouvez en venir et puis on passera J'ai voulu préciser ma présence ici pour que tout le monde sache que c'est en tant qu'investisseur, et comme ce secteur a besoin d'investissement, la CNPS va s'intéresser à ce secteur. Bravo. Maintenant, la couverture sociale, vous savez aussi qu'elle était réservée jusqu'à 2 dernières années aux travailleurs salariés du secteur privé, mais depuis, la CNPS a étendu, grâce à une loi prise par l'État de Côte d'Ivoire, la sécurité sociale aux travailleurs indépendants. À ce jour, plus de 300 000 travailleurs indépendants sont immatriculés à la CNPS et nous sommes en train de signer des conventions avec des structures qui les gèrent. Nous avons signé une convention avec Cofina pour partir depuis l'enrôlement jusqu'au paiement des cotisations. De sorte que, comme on dit, il faut restructurer tout ça, qu'il faut rendre ça dans l'économie formelle. Donc la personne
qui a une activité qui est immatriculée à la CNPS, elle a un compte dans une microfinance ou bien dans une banque, et elle donne ordre à cette banque de payer les cotisations. Donc déjà, on a cette traçabilité, on a le niveau des revenus par rapport à chaque secteur d'activité, et ça permettra de mener des politiques pour développer les différents secteurs d'activité. Donc là, la semaine prochaine, on aura aussi à signer une convention avec le FAFSI, qui a près de 300 000 femmes aussi, je crois. Parfait. Donc voilà, ça fait son chemin, et les artistes sont invités, le monde culturel est invité déjà de rentrer dans cette norme-là, dans ce secteur formel, et puis ça nous permettra de mieux le connaître et de mieux les appuyer. Ok, j'ai vu Alsafo qui notait déjà, donc je pense qu'il va prendre rendez-vous très rapidement. Madame la ministre, on revient à vous. Le diagnostic, il est, je ne vais pas dire mi-figue, mi-raisin. La situation peut être largement améliorée. Vous avez pris récemment les rênes de ce ministère. Quels sont les grands projets que vous comptez mettre en place pour améliorer la professionnalisation des acteurs, les infrastructures, l'accompagnement financier des acteurs? Merci. En fait, c'est vrai qu'on ne va pas s'attarder très longtemps sur la comparaison du Nigeria et tout le reste, mais au contraire, pour moi, c'est un stimulant parce que j'ai une expression que j'aime beaucoup, c'est quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Et je me console pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, en revenant sur le potentiel de notre pays, sur le potentiel artistique, culturel, patrimonial, etc., il n'y a aucun doute que la Côte d'Ivoire peut et va faire ce pas pour structurer et accompagner notre secteur. J'ai pas de doute. Il y a des chantiers. Les chantiers sont énormes. On pourrait se disperser. C'est pour ça qu'on a travaillé cette année, en tout cas le chef du gouvernement, le Premier ministre, a demandé à tous les ministres de travailler sur une feuille de route qui est aujourd'hui qui est disponible, puisqu'elle est disponible sur la page sur le site de la primature, avec les grandes ambitions de chacun des ministres. Donc si vous voulez savoir aujourd'hui ce que veut faire le ministre de la Culture, vous allez voir la feuille de route 2023, et ce qui permet effectivement d'avoir nos grandes actions, nos grandes ambitions, et comme on sait qu'on va être évalué, on a intérêt effectivement à atteindre nos objectifs. Donc dans la feuille de route, je l'ai dit, de manière très claire, moi je veux profiter de l'opportunité de ce que la Côte d'Ivoire est ce hub autour des industries culturelles et créatives, et donc accompagner de manière structurelle ces entrepreneurs qui sont soit dans l'informel, soit dans le formel. Il y a le sujet du statut des artistes, parce que voilà, c'est aussi quelque chose de très concret. Donc on a un décret sur lequel on va travailler, on le fera de manière très inclusive, sur le statut de l'artiste. Le statut de l'artiste va lui permettre effectivement d'avoir, outre une carte professionnelle, d'être immatriculé, mais d'avoir aussi ce qu'on imagine un montant minimum de cachet qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est un vaste chantier qui va être fait avec tout le monde, parce que le cachet d'un chanteur, le cachet de n'importe quel artiste qui preste, comment on le définit? Comment est-ce que parfois même la profession ou certains artistes diront « moi je ne veux pas avoir de cachet minimum parce que si on me propose moins ou si on impose trop, ben, je ne gagnerai rien ». Donc ça c'est un vrai chantier. Et derrière ce chantier, bien sûr, il y a le chantier autour de la couverture médicale, sur le fait qu'aujourd'hui ils puissent bénéficier de ce statut au niveau de la CNPS qui leur permettra de sortir de cette précarité. Donc ça, c'est un des gros chantiers sur lequel on va se mettre. Deuxième chantier, et ça, Assalfo l'a bien dit, c'est qu'aujourd'hui, il faut que la profession elle-même se structure et s'organise. Et un des éléments de la feuille de route, c'est de structurer des fêtières. Fêtières dans la musique, mais la musique, c'est large. Donc fêtières dans la musique, en fonction des différents métiers, fêtières dans le cinéma, fêtières dans le théâtre. C'est avec les fêtières qu'on arrivera à travailler. Troisième chantier, c'est bien sûr la réglementation. C'est aussi le rôle de l'État, c'est de réglementer, c'est de travailler sur les textes,
En matière de texte, il y a une des demandes qui est importante aujourd'hui, c'est la protection intellectuelle. Donc on a aujourd'hui un bureau ivoirien des droits d'auteur qui est dans un comité de gestion et de restructuration. Donc ça veut bien dire qu'il faut qu'il soit restructuré. Et on a des enjeux tellement importants aujourd'hui avec le numérique. On sait qu'aujourd'hui, nos jeunes chanteurs ou nos jeunes artistes, pour ne parler que de ça, mais le Burida, ce n'est pas que la musique, c'est aussi le cinéma, c'est aussi la mode, c'est aussi toutes les expressions artistiques qui doivent être protégées, se retrouvent confrontés à la problématique des plateformes numériques. Quand aujourd'hui vous avez des 50 millions de vues sur des plateformes numériques que je ne citerai pas, il faudra se poser la question à un moment donné comment les revenus reviennent de manière tangible auprès de nos artistes. Et aujourd'hui, ce n'est pas un État comme la Côte d'Ivoire qui va aller se battre avec ces plateformes numériques, mais ça peut aussi se jouer de manière communautaire avec l'UMOA. Et ça tombe bien, la Côte d'Ivoire vient de prendre la tête des présidents, enfin je suis à la tête des ministres sectoriels de la culture au niveau de l'UMOA, et donc c'est un combat que l'on va faire aussi de manière communautaire. Donc il faut aller structurer, il faut aller chercher des revenus là où les revenus sont en train de se déplacer, notamment à travers les plateformes. Il y a toute la politique autour des infrastructures, Salfo a raison, les infrastructures pour qu'une œuvre soit vive, il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit accessible au public abidjanais, mais au public à l'intérieur du pays. Et là encore, bonne nouvelle, hein. Et on a à peu près 540 infrastructures aujourd'hui, privées, publiques, que ce soit des salles, que ce soit des bibliothèques, etc. Comment on les fait vivre, comment on les anime, comment est-ce qu'on permet à un artiste qui veut tourner à Abidjan d'aller faire une tournée à l'intérieur du pays pour voir son public. Et on a vu à Bouaké le succès du FEMUA lorsque le FEMUA s'est déplacé à Bouaké. Il y a une vraie appétence aujourd'hui du public et de l'accessibilité au public. Donc c'est tous ces éléments que l'on a structurés dans la feuille de route qui vont être les chantiers 2023, bien sûr, qui ne s'arrêteront pas en 2023, mais qui se feront de manière extrêmement en proximité avec les acteurs eux-mêmes pour savoir ce qu'ils veulent, comment on le fait, et pour pouvoir fixer les grandes lignes en termes de réglementation. Et bien sûr, on parlera du financement. Je pense que ça sera un des éléments parce que c'est Franck qui disait, ou je ne sais plus, à Salfo qui disait, ou monsieur le directeur général de la CNPS, le financement, parce que nos acteurs culturels disent toujours qu'ils n'ont pas accès au financement. Mais là aussi, c'est un vaste sujet sur lequel il y a un chantier que l'on doit travailler ensemble, parce que je suis totalement d'accord avec le directeur général de la CNPS. Pour moi, le financement n'est pas le problème. Il y a probablement quelque chose à structurer avant d'avoir accès au financement. Merci, Madame la Ministre. Donc, on reste en attente sur les projets et on pense que du coup, sur la question des statuts, de la réglementation, qui est le rôle de l'État, hein, il devrait avoir des évolutions. À Salfo, j'aimerais que vous partagiez rapidement avec nous le succès que vous avez rencontré et par rapport à ce succès-là, quels sont les takeaways, je ne sais pas comment je veux dire, quelles sont les best practices, les bonnes pratiques qu'on peut tirer. Et j'aimerais aussi votre avis, et peut-être Franck aussi à la suite de ça, parce que les infrastructures, ça ne va pas être uniquement l'État, ce n'est généralement pas l'État sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous-même, en tant qu'artiste qui réussissez, avez comme projet pour développer peut-être le futur Arena de Côte d'Ivoire avec 30 000 personnes, 50 000 personnes, mais pas uniquement aller gâter la pelouse du Félicia tout le temps avec les concerts. Merci beaucoup. Merci Marc. Je vais commencer par la dernière question. Concernant les infrastructures, je crois que j'avais mené une étude, un projet, de sorte à pouvoir avoir une grande salle, salle de 7 000 à 10 000 places, mais avec des salles intermédiaires qui permettent à des artistes qui ne peuvent pas avoir 1000 personnes de pouvoir s'exprimer aussi, ne serait-ce que devant 300 personnes. Le projet il était de 52 millions d'euros. Et j'étais arrivé à avoir des investisseurs. C'est le terrain qu'il n'y avait pas. Donc, on est à côté de Madame la Ministre, elle va parler à son collègue. Non, à l'époque, elle n'était pas au REN. J'ai dit maintenant qu'elle est là, c'est plus facile de parler aussi avec quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous. Donc, pour dire que ce projet, il est là, on peut le réveiller
à tout moment. Elle a parlé, et je suis très heureux aussi de ça, du salaire minimum des artistes. Le statut des artistes va venir régler beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voyez tous les artistes, je ne dirais pas tous, mais la plupart de nos acteurs. Quand on parle d'artistes, les gens pensent seulement à la musique. C'est vrai que la musique est à la culture, ce que le football est au sport. Mais il y a d'autres acteurs de la culture, les acteurs de cinéma, les écrivains, en tout cas tous ceux qui sont dans les arts vivants. Aujourd'hui, tu me posais la question de savoir qu'est-ce que nous on a pu retenir de notre succès. Moi, je dirais plutôt de notre carrière en France. On a noté certaines choses qui pourront être utiles. Et le statut de l'artiste peut venir régler ça. Je vous donne un exemple en France. Quand tu es artiste, on te permet de jouer pendant 507 heures dans l'année. Dès que tu arrives à faire les 507 heures et que tu contribues à ta cotisation, on nous appelle les intermittents de spectacle. Il y a le cachet minimum requis, comme le disait Madame le ministre. Au-delà des 507 heures, l'année qui suit, tu peux ne pas faire de concert et tu vas en studio. Parce que l'année qui suit, tu es payé à près de 50 000 francs par jour, même quand tu ne chantes pas. Donc, ce qui fait qu'un artiste, tout de suite, qui a ses 75 € par jour, n'a pas besoin, il peut se concentrer sur sa création. Ça, c'est de 1. De 2, le prélèvement sur les droits d'auteur pour pouvoir permettre de créer la société des mutualistes des auteurs-compositeurs, qui est la SMACEM à laquelle nous sommes inscrits, qui permet non seulement à l'artiste de se soigner quand il y a des difficultés, mais la prise en charge totale de sa famille. Nos enfants et nos femmes sont pris en charge en France. Moi, sur ce sujet, je pense que Madame la ministre, c'est son rôle. Le Burida est dans sa feuille de route, la restructuration. Mais au niveau même des artistes, chanteurs, oui, acteurs de théâtre, acteurs de cinéma, de la mode, oui, à votre niveau, qu'est-ce que tu peux leur donner comme enseignement? Parce qu'il y a ce que l'État peut faire, mais qu'est-ce que vous-même, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, nous, quand on regarde les artistes, il y en a certains qui manquent beaucoup de professionnalisme. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous devez... Voilà, c'est ça qui est important. C'est de la structuration. Moi, je crois que aujourd'hui, on est artiste, on sort, on prend le grand frère du quartier avec qui on cause le mieux pour être le manager. Il n'a pas les rudiments du métier. Donc, il n'a aucune orientation pour la carrière de son poulain. Et ça amène les deux à quoi? À avoir le mur en face après. Parce qu'un artiste, quand tu prends un manager, le manager est estimé tracer la voie de l'artiste. Discuter des conditions de l'artiste, même pour aller à un spectacle et tout. Mais nos managers d'ici, 95% des managers en Côte d'Ivoire ne sont pas des managers. Nos managers ici sont là pour qu'on les appelle pour dire on a besoin de ton artiste. Le management, il ne s'arrête pas à là. Quand on dit tu vas dans une école de management, c'est parce que tu vas t'armer des stratégies pour pouvoir développer un projet ou mener à but une initiative. Parfait. Donc, quand on a un manager qui ne sait pas les lignes, qui n'a pas les rudiments du métier, là, ça amène l'artiste à être désorienté. Moi, j'en reçois. Chaque jour, je reçois au minimum 5 artistes au bureau. Et quand je les fais asseoir, il n'y a pas de projet de développement de carrière. Il y en a qui viennent s'asseoir avec un single qui veulent passer au FEMUA. Je leur demande, mais avec un single, comment est-ce que tu fais 1 heure de concert? Donc, ça veut dire qu'il n'a même pas l'appréhension de pouvoir faire améliorer sa chose. Aujourd'hui, on a plus des artistes de studio, de home studio, de ceux qui font un titre, il est à la douche en train de se laver, il y a une mélodie qui lui passe en tête. Il sort, il ouvre son ordinateur, il pose la voix sur une musique, et comme par hasard, il sort, ça marche, il est artiste. Donc, il ne s'est pas préparé, il n'a pas fait les étapes avant d'arriver à là. Donc, il faut une structuration. Parce que nous, Magic System, quand on partait dans le Mambo, on ne connaissait rien du métier. Quand on est sorti, la même erreur que tous les artistes ont fait, on l'a fait. On a pris un de mes grands frères qui était bien, qui parlait bien, mais qui ne connaissait pas le métier. Qui signait nos contrats dans des maquis. Un contrat signé dans maquis, ça ne peut pas dépasser 300 000 francs. Donc, à un moment donné, on a dit on va mettre l'affection à côté, on va prendre des professionnels. On a commencé à travailler avec des gens qui connaissent
tous les propriétaires de maquis, les propriétaires de bars qui peuvent circuler la nuit avec nos CD pour nous faire écouter. C'est comme ça qu'on est découvert à la rue Princesse. Donc, il faut trouver des gens, l'artiste, la carrière de l'artiste ne dépend pas du ministre de la Culture ou du bureau d'art. Le bureau d'art, c'est pour recueillir nos droits. Sinon, notre carrière nous-mêmes, elle nous appartient et nous, on a compris ça dès le début. Merci. Merci beaucoup, Asalfo. Franck, comme dit Asalfo, je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement des artistes. Et vous, dans des grandes maisons que vous avez, comment vous arrivez à permettre aux artistes d'avoir une stratégie, d'avoir une vision pour pouvoir rentrer et se développer? Et aussi, quel est l'appui que vous apportez dans le développement des infrastructures, ne serait-ce qu'en termes de maisons de prod, d'outils digitaux pour pouvoir aider les artistes à être beaucoup plus créatifs et à se moderniser? Moi, j'ai été aussi de l'autre côté. À un moment donné, j'ai aussi appelé un ami pour être manager. Effectivement, c'est le premier réflexe qu'on a en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a un message fort qui est à retenir de l'intervention d'Asalfo pour répondre à votre interrogation, c'est la responsabilité de l'artiste lui-même, du talent. Et quand je dis artiste, je ne réduis pas à la musique. La curiosité de l'artiste. Aujourd'hui, on a la chance effectivement d'avoir Internet et d'avoir beaucoup d'informations et d'expériences qui sont disponibles, qui peuvent être disponibles. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par les métiers de la culture, artistes ou pas, dans un premier temps, à être conscients que c'est un métier. On n'est pas, et vous n'êtes pas des saltimbanques. Il y a des carrières aujourd'hui, on a la chance d'avoir des ambassadeurs et des héros nationaux comme Asalfo et Magic System. Il faut s'appuyer sur ces cas d'école-là, et eux ne sont pas arrivés là par hasard. Ils se sont instruits. Asalfo, il l'annoncera sûrement, mais aujourd'hui est aussi diplômé. Ce n'est pas un hasard. L'information est là. Il faut déjà vouloir aller la chercher. Après, on a un souci au niveau de la formation. Je pense que c'est un des piliers aussi que Madame la ministre a sur sa table. Et nous, en tant qu'acteurs du privé, moi particulièrement, j'estime qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité. On est arrivé, quand on a lancé le projet Universal Music Africa, on a commencé à 4. Aujourd'hui, on est 27, 4-5 ans plus tard, donc 27 personnes avec plusieurs centaines d'emplois indirects qui en découlent, mais on doit pouvoir créer des vocations. Je le dis toujours, mon objectif, c'est que dans 15 ans, ma première fille, si elle me dit « Ah, papa, je veux travailler dans l'industrie musicale sur le continent ou en Côte d'Ivoire », je ne sois pas là en train de me dire « Ah, qu'est-ce qui va lui arriver, par où elle va passer, elle va galérer, etc. » Et pour ça, on doit accompagner la formation. On doit accompagner la formation. Nous, à notre niveau, on a lancé une académie il y a à peu près 1 an et demi maintenant, la UMA Academy, où on partage. On partage des données. C'est pas une formation qui est diplômante, mais elle est certifiante. Donc il y a certains professionnels de la musique qui viennent partager leur expérience, partager certaines informations, certaines best practices. On a commencé sur la Côte d'Ivoire, une cohorte de 100 jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'industrie et qu'on accompagne sur 4 mois avec des cours, l'insertion en milieu professionnel aussi, travailler sur des projets bien précis. Et je pense que ce type d'initiatives, qui sont faites aussi au niveau du FEMUA, je le sais, pas mal de bénévoles qui viennent prendre en expérience et peut-être se créer des vocations derrière, va venir compléter la curiosité qu'on demande aux talents d'avoir. Parfait. On va parler maintenant d'argent très rapidement et puis de prendre une ou deux questions dans la salle. Monsieur le directeur général de la CNPS, il y a beaucoup de milliers de milliards qui sont disponibles pour les industries créatives. Il y a aussi du travail à faire au niveau des artistes. Est-ce qu'on peut parler un peu de mécénat? Je sais que vous investissez beaucoup, mais le développement de la culture aussi passe par du mécénat, parce que dans beaucoup de pays, ce n'est pas des entreprises toujours bien structurées. On commence par le mécénat. Est-ce qu'au niveau de la CNPS, vous avez un peu d'argent cadeau à donner à quelqu'un qui
qui peut venir, qui a du talent et qui peut développer, bien sûr, dans des procédures bien structurées. S'il y a l'argent quelque part, tu me montres. C'est le premier à aller chercher. Non, en fait, comme on a dit, tout doit être bien structuré et professionnalisé. Vous voyez, quand on signe, on dit qu'on, dans le cadre de la sécurité sociale des travailleurs indépendants, on signe avec Cofina par exemple, mais un artiste qui alimente son compte va atteindre un certain niveau qui permettra que déjà Cofina lui fasse confiance. Ensuite, si c'est organisé en termes de, pour faire le parallèle à l'agriculture, en termes de coopérative ou bien en termes de système de production, c'est encore plus facile pour soit la CNPS, soit une banque, soit des fonds d'investissement, parce que la CNPS a investi dans plusieurs fonds d'investissement. Donc, on a une influence sur les fonds d'investissement pour dire mettez de l'argent dans tel secteur d'activité. Donc, il commence par lui-même à se formaliser, il commence par lui-même à épargner. Ça, c'est très important. Quand vous avez des cachets par, je sais pas, par semaine de 500 000, de 1 million, mais si vous épargnez une bonne partie de cet argent, vous avez la confiance des banques ou bien des institutions financières. Vous-même vous formez à une éducation financière, parce que en général, je dis à certains métiers, les pharmaciens et d'autres métiers, je dis, vous êtes des commerçants. Vous avez fait de la pharmacie, vous connaissez toute la science de la pharmacie, mais vous ne fabriquez pas des médicaments. Vous achetez des médicaments, vous vendez. Et vous ne savez rien de ce secteur-là. Et en général, c'est là que les gens pêchent. Donc l'éducation financière aussi, c'est très important. Dès l'instant où on va produire de l'argent, derrière, il faut l'éducation financière. Même dans un héritage, si vous avez un héritage, vous n'avez pas d'éducation financière, 2 ou 3 ans, 5 ans après, on ne parle plus de cet héritage. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là qu'il faut structurer. Ok, parfait. On va prendre des questions dans la salle. Bonsoir à tous. Ma question, c'est au niveau de Madame la Ministre. J'aimerais savoir, depuis votre nomination, quelles sont les actions que vous avez menées pour la bonne structuration du secteur culturel en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Oui, allez-y, passez le micro, monsieur. Bonsoir. Je suis Ouattara. Monsieur, ma question est dirigée vers monsieur Franck Kwaku. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Musique Afrique, Universal Music Afrique. Moi, en tant qu'autopromoteur d'artistes, déjà dans mes débuts, monsieur Assalfo a parlé de comment est-ce que les managers ils ne sont pas qualifiés. Par exemple, moi, je suis déjà des cours sur Trust Academia. J'ai appris pas mal de trucs comme la loi du copyright. Moi, ma question est la suivante. Un artiste qui est qualifié, qui est performant, mais qui n'est pas démarqué ou bien qui n'est pas reconnu, mais pourtant, il a du talent. Comment est-ce qu'il fait pour avoir une communication d'approche envers Universal Music Afrique? Parfait. À côté de vous. Bonsoir à vous, chers panélistes. Moi, c'est Arké Williams. En parlant de salles culturelles et manque de salles culturelles, j'aimerais demander, est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser des stades comme le stade Bernabéu de Real Madrid comme des espaces culturels? Ah bon, on doit retourner à Madrid? Non. On disait qu'on utilisait les stades Félix Houphouët-Boigny et que ce n'était pas destiné à ça, et d'ailleurs ça gâtait la pelouse. Oh, il a dit un stade. Un stade, oui. Donc votre question est déjà répondue. Oui, monsieur, vous avez le micro, répondre. Bonjour, merci. Bonjour, messieurs, bonjour, madame la Oui, ministre. allez-y. Ensuite, le monsieur qui est derrière. Oui, allez-y, monsieur. Donc, je suis Patrick Nda, professionnel de l'immobilier. Et ma question, elle se pose sur la source du diagnostic, en fait. J'ai entendu nos contributeurs, je suis sûr qu'ils connaissent mieux la question que moi. Mais bon, parfois on dit que quand on est en dehors du jeu, on voit un peu mieux, un peu mieux que ceux qui sont sur le terrain, parfois. Et ma question, en fait, elle consiste à essayer de savoir, est-ce que le diagnostic qu'on fait, qui est uniquement lié à la culture,
n'est pas en lui-même une erreur. Parce que tous les problèmes qui ont été cités ici, j'ai l'impression que ce sont des problèmes intrinsèques à la société ivoirienne. Par exemple, je prends juste le cas qu'a relevé M. Traoré sur le manager. Oui, les gens vont prendre le grand frère du quartier pour être manager, mais s'il ne faisait pas ça, qui le veut en fait? Qui en Côte d'Ivoire ici a été formé pour être manager dans le domaine artistique? Voilà, donc ma question c'est juste ça. Est-ce qu'on ne fait pas une erreur de diagnostic en limitant ces problèmes-là seulement à la culture, alors qu'il semble que ce sont des problèmes liés carrément à la structure même de la société ivoirienne? Merci. Je pense qu'il y a un panel juste après. Lui, il répond aux questions globales et politiques. Monsieur derrière. Ouvrez-lui son micro. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Alors, moi ma question est adressée à monsieur Kakou. Il a dit quelque chose de très intéressant sur le fait de ne pas comparer la Côte d'Ivoire au Nigeria, mais je pense qu'on a de très gros potentiel en cette matière en fait. On a peut-être la Côte d'Ivoire qui est un petit pays de 30 millions d'habitants, mais je pense qu'on peut aller au-delà, quoi. Il y a toute la francophonie africaine, on a tous les pays d'Afrique de l'Ouest francophones, et cette francophonie va jusqu'en Afrique centrale. Est-ce que, c'est la question que je vous adresse à vous et peut-être à madame la ministre, est-ce que le salut de notre industrie culturelle, et surtout du cinéma que je connais peut-être un peu mieux puisque je travaille dans le secteur, est-ce que ça ne viendrait pas en fait d'une coalition de production panafricaine plutôt? Parfait. Voilà. L'intégration, vous voulez dire globalement. Exactement. Ok. Madame la ministre, le jeune homme voudrait que vous reveniez sur les actions que vous avez prises depuis que vous êtes arrivé. Je crois ensuite il y a deux questions pour M. Kakou, et si chacun d'entre vous veut rebondir sur une question. Moi, je vais répondre à peu près à toutes les questions. Ouais, allez-y, voilà. Donc, sur les deux actions, de manière très concrète, hein, lorsque je suis arrivée, vous le savez, la Grand Bassam est classée au patrimoine matériel de l'UNESCO. Donc, c'est quand même un atout pour notre pays. On a deux édifices comme ça, Grand Bassam, et on va recevoir bientôt un certificat sur des mosquées de style soudanais dans le nord du pays. Et lorsque je suis arrivée, il était question, la Fondation Société Générale souhaitait installer un musée d'art contemporain à Bassam. Donc ils ont exploité plusieurs pistes et finalement ils sont tombés sur un bien qui appartient au ministère et au ministère de la Culture. Et la question, c'était de savoir comment on trouve une convention, comment est-ce qu'il réhabilite le musée, tout en gardant l'esprit patrimoine historique. Et finalement, ce sujet traînait, je crois, depuis 1 ou 2 ans ou 3 ans. Et lorsque je suis arrivée, j'ai souhaité que l'on finalise cette convention. Et ça revient sur la problématique du mécénat, enfin en tout cas l'opportunité que donne le mécénat. Donc la Fondation Société Générale va réhabiliter un musée d'art contemporain dans les 18 mois qui viennent. En contrepartie, le ministère a concédé la mise à disposition du bâtiment qui va être totalement réhabilité dans un style qui va respecter les normes du patrimoine historique. Ça va faire un lieu de culture, ça va permettre à des personnes de venir à Grand Bassam, ça va permettre, parce qu'on a une ambition même beaucoup plus grande, de faire de Grand Bassam une ville créative, ça va permettre à des designers, des personnes de l'art contemporain, et pourquoi pas des musées, ou pourquoi pas des concerts de jazz qui pourront se faire à Bassam, grâce à cette convention de mécénat. Et cette convention, on a négocié, ou j'ai négocié avec le ministère du Budget, d'augmenter légèrement les seuils de déductibilité du mécénat, parce que c'était aussi une des exigences de la Fondation. Voilà quelque chose de très concret. Donc d'ici 18 mois, nous serons tous à Grand Bassam pour inaugurer ce musée d'art contemporain qui servira à nos artistes, qui servira à l'expression artistique. Deuxième action très concrète et qui répond aussi à toute la problématique autour de la formation, détection de terrain, détection de talent. On n'était pas très longtemps à Korogo parce qu'on a, dans la feuille de route, on a décidé de former 1600 jeunes. 1600, mais c'est le minimum, 50 par région et 1600 jeunes dans nos métiers. Et ça répond aussi à la question de tous les métiers
que l'on ne voit pas aujourd'hui, qui sont de vrais potentiels, des métiers techniques. Aujourd'hui, on cherche, la Côte d'Ivoire est devenue une terre de tournage. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un tournage qui se fait en Côte d'Ivoire, notamment au niveau des séries. D'ailleurs, le seul prix qu'on a ramené du FESPACO, c'était le prix des séries. Donc la Côte d'Ivoire est devenue une terre de tournage et aujourd'hui on a besoin de techniciens au niveau de l'économie du cinéma et des séries, on n'en trouve pas. Donc on a été à Korogo, on a formé 1000 personnes et on les a formées d'abord dans l'éducation financière. Parce que je partage totalement ce que dit le directeur général de la CNPS. Et c'est ce que je dis à chaque fois aux entrepreneurs. Vous êtes certes créatifs, vous avez du talent, mais vous êtes entrepreneur avant tout. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous mettre dans la durabilité, il faut effectivement avoir des bases d'entrepreneuriat. Donc pendant une demi-journée, on les a formés à l'entrepreneuriat, à l'éducation financière, et l'après-midi, on les a formés sur des masterclass avec des professionnels dans la musique, dans le cinéma et dans la mode et design. Et cette tournée, on va la faire dans les 5 villes, ça me ramène à la Cannes, on va le faire dans les 5 villes qui vont recevoir la Cannes, parce que la Cannes est également une opportunité. Elle est une opportunité parce que à partir du mois de janvier, la Côte d'Ivoire va devenir le centre du football, mais c'est une opportunité aussi de montrer la diversité, la force de notre culture à travers des projets que l'on doit commencer à chercher, de telle sorte que tous ceux qui viendront vivre une expérience en venant en Côte d'Ivoire. C'est une opportunité de faire vivre aussi l'image de notre pays. 160 ou 200 caméras de télévision du monde entier seront en Côte d'Ivoire. Si on ne profite pas de cette opportunité pour montrer notre force, nos atouts culturels, nos atouts touristiques, nos atouts artisanaux, on va rater quelque chose. Donc sur la Cannes, c'est exactement ce que l'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on va faire cette tournée, d'aller détecter des talents, d'aller proposer un programme culturel, touristique, gastronomique, artisanale durant la Cannes. Et pour en finir avec votre question, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a investi, on aura la plus belle Cannes, je pense, qu'on ne pourra plus voir parce que l'État a mis les moyens, mais ces infrastructures, à un moment donné, il va falloir les utiliser. Et bien sûr, lorsque la Cannes sera passée, lorsque la Cannes que l'on aura gagnée sera passée, il faudra se poser la question de l'utilisation de ces infrastructures. Bien sûr, la Côte d'Ivoire va probablement être candidat à d'autres gros événements, mais on se dit aussi qu'on aura ces infrastructures pour en servir, et elles devront servir aussi à de grands événements autour de la culture. Donc voilà des acquis d'infrastructures culturelles sur lesquels nous allons nous développer. Et le troisième sujet, vous l'avez dit, c'est la formation. C'est la formation, la formation, la formation. Donc cela fait partie aussi, et si vous voyez la feuille de route, que c'est un élément très fort. J'ai parlé du C2D. Dans le C2D qui nous a été mis à disposition, on a un volet développement d'infrastructures, puisqu'on veut reprendre Jacques Aka à Bouaké et en faire un centre incubateur. Et on a prévu dans le C2D un gros volet formation, ce qui d'abord veut dire qu'il faut qu'on fasse la cartographie de tous les métiers, comment on se projette en termes de marché, quels sont nos besoins. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et cette formation, elle doit se faire à tous les niveaux. Donc cette formation de masse, où on va former des jeunes, où on va les détecter. Ensuite, c'est comme un triangle, on prend la masse, on forme à l'éducation financière, on donne des éléments entrepreneuriaux. Ensuite, on sélectionne une centaine qu'on incube de manière très structurée, et j'ai eu l'occasion d'accompagner un incubateur autour des industries culturelles. Donc on a ce volet incubateur. On remonte pour les pépites. On en a parlé ce matin. Il existe aujourd'hui un programme que l'État a mis pour détecter les 150 entreprises, et on souhaite qu'il y ait des entrepreneurs dans les industries culturelles pour arriver à la fin à des champions nationaux. On en a déjà un, et c'est vraiment cette approche que l'on va faire durant les années à venir. Voilà. Merci Madame la Ministre. Franck. Et je reviens juste sur l'UMOA, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est vrai qu'on peut agir
en tant que pays, mais on a cette chance d'avoir et cette opportunité d'avoir cet espace communautaire. Et c'est pour ça que le mandat que j'ai pris depuis le mois d'avril se fera aussi sur une approche communautaire autour d'une politique culturelle communautaire. Merci. Franck? Oui, je vais essayer de pas monopoliser la parole. Je viendrai vers le jeune manager pour lui partager certains contacts pour faire parvenir de la musique. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent d'avoir un accès très direct à certains chefs de projet ou directeurs artistiques. Donc je passerai te voir juste après pour compléter un peu ce que Madame la Ministre disait pour la deuxième question. Effectivement, je ne dis pas de ne pas regarder ce qui est fait à côté, parlant du Nigeria. Au contraire, j'insistais tout à l'heure sur l'étude du cas Nigeria, qui est un cas particulier. Mais ce que je disais, c'est de ne pas oublier la dimension constitution du pays. Quand je dis constitution, ce sont les éléments qui font le pays. Et aujourd'hui, la taille du Nigeria est une des raisons de la dimension qui est le sien aujourd'hui. Et le fait d'aborder les sujets de manière communautaire, je pense, est une solution. Que ce soit l'UMOA, que ce soit l'Afrique francophone, ce sont des approches qui peuvent être un peu différentes. La CEDEAO, je pense qu'aujourd'hui, on est sur plusieurs centaines de millions d'habitants, on est sur des industries qui potentiellement deviennent énormes. L'année dernière, l'industrie de la musique a généré à peu près 20 millions d'euros. 70% de ses revenus viennent du streaming, du digital. Imaginez 400 ou 300 millions d'habitants issus de notre communauté qui tout de suite peuvent avoir accès à la musique de chez eux, localement, et consommer de manière monétisée, suivie, formelle, ce que ça peut représenter pour les talents et ce que ça peut représenter pour les États. Donc je pense effectivement que l'approche en termes de communauté est aussi une solution. Parfait, parfait. Donc en fait, on est dans une économie. Je vais passer la parole au DG pour faire un mot de fin. Ensuite, ce sera le tour de Salif. Le DG d'abord. Oui, je voulais juste intervenir sur la question des infrastructures. Tout à l'heure, Salfo a parlé d'une cinquantaine de millions d'euros pour avoir une salle comme il faut. Mais les 50 millions d'euros pour réunir en Côte d'Ivoire, ce n'est pas du tout un problème. Oui. Simplement que les investisseurs qui vont mettre leur argent vont vouloir s'assurer de la rentabilité de la salle. Et donc, il faut que vous ayez des projets rentables et il y aura toujours autour d'un tour de table des investisseurs, que ce soit des banquiers, des fonds d'investissement, la CNPS même en direct, pour trouver, parce que cette année, le budget d'investissement est de 300 milliards de la CNPS, 30 milliards, 50 millions d'euros, à peu près 30 milliards, c'est 10% du budget, c'est pas sorcier. Voilà. Ouais. Bon. Donc, à Salfo, non, à Salfo, je te passe la parole pour un mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le DG. J'ai la chance d'avoir à ma droite Marc Wabi, qui est aussi le directeur général de l'OAT. Donc, lui, c'est celui qui va m'aider à monter le projet pour qu'il soit plus crédible. Non, mais moi, je voudrais terminer quand même en revenant un peu sur la réponse de Franck. L'échange entre Franck et l'un des jeunes qui parlait de pourquoi ne pas comparer la Côte d'Ivoire au Nigeria. Je crois que son argumentaire tenait, parce que nous, on a la chance d'appartenir à un espace qui est l'UEMOA. Donc, en termes de population, en termes de démographie, je crois qu'on peut s'appuyer sur cette chance-là pour pouvoir parler, parce que quand on réunit l'UEMOA, je crois qu'on est nettement au-dessus du Nigeria, ou à l'approche, on approche, voilà. Et la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir quand même le secteur musical qui est le plus écouté en Afrique, toute humilité mise à part, parce qu'il a parlé de jusqu'en Afrique centrale. Donc pour moi, c'est une question d'organisation. Et puis se comparer à un pays plus grand que soi, c'est pas mauvais en soi. Il faudrait qu'au niveau des pourcentages, nous soyons en équation avec notre démographie. Si le Nigeria a 20%
de son PIB qui est rapporté par la culture, il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse avoir 20% de son PIB qui répond aussi à tout ce que sa culture pourrait apporter. Donc je crois que l'un dans l'autre, vous avez tous raison, mais après il faut pousser plus loin la réflexion. Et je vais aussi dire merci au DG de la CNPS, qui j'avais eu quand même la chance de passer 2 ou 3 jours avec lui, et j'ai vu comment est-ce qu'il a même épaté plus d'une personne, parce qu'il est venu exposer en France. J'avais eu la chance de prendre part à, comme je suis un peu curieux, et j'avais vu comment il avait bluffé même les grands patrons des instituts de retraite en France, qui a montré par A plus B que souvent l'Afrique peut être en avance, parce que j'ai vu ces personnes-là dire après que la CNPS était nettement en avance sur ce qui était de la sécurité sociale en France. Et voir la CNPS investir dans des industries culturelles et créatives, c'est encore un point. Il a parlé de mécénat, mais moi je crois que le mécénat, ce n'est pas seulement de donner de l'argent gratuitement, mais déjà être là pour soutenir les projets culturels, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, Madame la ministre, ne soyez pas surpris que dans les jours qui suivent, vous recevez une lettre de demande d'audience pour vous exposer des projets que vous allez bien vouloir transmettre à la CNPS. On va suivre la procédure. Et puis, on va terminer. Je vais quand même, je ne peux pas terminer sans remercier Stanislas Zézé, qui, dès qu'il nous a contactés, quand j'ai dit nous, je parle de Gaou Production, Magic System et la Fondation et tout, pour prendre part à ce panel. J'ai compris l'importance qu'il avait pour la culture, pas seulement pour ma personne. Pour ma personne, c'est une considération fraternelle, mais pour la culture, penser à la culture. Dans un panel où on parle, quand on parle des risques, généralement, les gens croient qu'il y a la culture, il n'y a pas de risques, hein, on chante et on s'en va. Penser à nous, c'est déjà quelque chose de bien. Et j'espère que c'est la porte ouverte à plusieurs panels, à plusieurs forums, à plusieurs séminaires où nous allons nous retrouver pour faire le diagnostic de notre culture et pouvoir trouver des solutions. Je vous jure que si on fait 3 ou 4 panels de ce genre, les contributions pourraient être grandes et pourraient accélérer même les réformes, les transformations structurelles que souhaite Madame la ministre. Je te remercie, je remercie Jeanne aussi, qui avec son sourire m'a permis de patienter. Merci beaucoup. Merci Salif. Madame le ministre, le dernier mot pour vous. Le dernier mot pour vous. Je vais aller vraiment dans le même sens. Remerciements et toute ma gratitude à Stan, à Jeanne, d'avoir inscrit dans l'agenda la stratégie culturelle. Merci aussi d'avoir mis autour de la table des investisseurs et surtout des investisseurs nationaux. Et je remercie vraiment cet échange avec la CNPS qui est plein d'espoir, mais qui est aussi plein de défis, parce que bien sûr, le directeur général de la CNPS l'a dit, il s'agit de l'argent du contribuable ivoirien, il faut investir, il faut bien sûr que le secteur soit structuré, il faut qu'il donne confiance, et ça va être tout l'objet de la mission et des échanges que nous allons prolonger ensemble. Et je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, on peut compter sur une institution aussi prestigieuse que la CNPS pour s'intéresser au secteur aussi important. Et je finirai par une citation que j'aime bien dire. Oufouette disait que le succès du pays dépend de l'agriculture à l'époque. Et moi, je le dis toujours, dans agriculture, il y a culture. Donc on peut imaginer que le succès de notre pays dépendra aussi de la culture. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Et je laisse la parole aux organisateurs. Merci Stan et Jeanne Zézé. Et je suppose qu'il y a une photo de famille. C'est bien cela? Merci.